3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous le savez, la draft c'est pour bientôt. Voilà pourquoi, exceptionnellement, en ce mercredi, on ne va pas partir en Crystal Ball, mais plutôt en Mother Ball Project. Précédemment dans ce format, nous avons déjà étudié le profil de pas mal de prospects, comme Victor Wembanyama, Scoot Henderson, mais aussi Ryan Rupert, et très dernièrement, le sniper d'Alabama, Brandon Miller. Alors pour continuer sur cette lancée, je me suis dit que maintenant ce serait pas mal d'étudier ce que vaut exactement Bilal Coulibaly, le coéquipier de Victor aux Mets. Comme le veut la coutume, j'évoquerai son parcours, sa cote pour la draft à venir, mais également ses points forts et ceux à travailler. Le tout nous permettra de voir à quel joueur du présent ou du passé il est possible de le comparer, dans quelle équipe il fitterait le mieux, mais aussi à terme quel sera son avenir dans la grande ligue. Vous l'avez compris, nous avons un sacré programme, comme à chaque fois devant nous. Donc le principe vous le connaissez, on ne perd pas plus de temps et c'est parti, prenons le périph', direction le 92 pour parler du français Bilal Coulibaly. Est-il le futur style de cette draft ? Pour poser les bases, commençons par le commencement, et disons que c'est dans les Hauts-de-Seine, plus précisément à Saint-Cloud, le 26 juillet 2004, que le petit Bilal voit le jour. Il se découvre une passion pour la balle orange à l'âge de 8 ans, et dans la foulée, il s'inscrit au Courbevoie Basket Club. En parallèle, il a beau pratiquer le judo, ça ne lui plaît pas plus que ça. C'est ainsi que c'est vers notre sport qu'il décide définitivement de se tourner. À Courbevoie, il y fait ses armes, et il reste jusqu'à ses 13 ans avant de prendre la direction du Levallois Sporting Club en 2017. C'est ici que les Mets le repèrent. En U15, ou presque anonyme, du haut de ses 1m82, il évolue au poste de meneur de jeu, et score à peine plus de 5 points en moyenne par match. C'est à cette époque que Bilal va connaître ses premières sélections en Minime France et participer avec eux à 21 rencontres entre 2017 et 2019, mais c'est là aussi que des complications pointent le bout de leur nez. Ouais, le Covid évidemment n'arrange rien à son développement, mais en plus il est également ralenti par une blessure au dos. Résultat, sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021, il ne dispute que 3 matchs avec les Cadets France, ça fait très peu. Heureusement, il ne se décourage pas, il continue à bosser dans son coin, et lors de la saison 2021-2022 en U18, il explose tout, littéralement, avec 24 points de moyenne par match. Ce vrai step-up, il le doit notamment à une belle poussée de croissance, lui qui aujourd'hui mesure 2 mètres et évolue sur les postes 2 et 3. C'est en plus de ça, à ce moment-là, qu'il va connaître un été de fou, basketballistiquement parlant. Tout d'abord, il participe au tournoi international U18 de Bellegarde sur Valserine, et devinez quoi, avec ses potes Sidi Sissoko et Ryan Rupert, il remporte la compétition, en défaisant tour à tour l'Allemagne, la Lituanie, pour enfin se farcir la Croatie 92-66. Comme si ça ne suffisait pas, Bilal est nommé dans le 5 majeur du tournoi et en reçoit le trophée de MVP. Pas mal, non? Surtout qu'ensuite, un deuxième événement vient marquer son été. Un événement qui implique la famille de LeBron James. Oui. En effet, Bronny et son frère Bryce passaient dans le coin, plus exactement au Palais des Sports Maurice Thorez à Nanterre, pour participer à un match exhibition. Celui-ci allait voir s'affronter l'équipe AAU du California Basketball Club menée par les deux frères James et une sélection U18 de chez Comsport dont faisait partie notre prospect du jour. Et à cette occasion, le joueur des Mets brille face aux fils du Kings, en étant le grand artisan de la victoire des siens, grâce notamment à 25 points qui lui permettent d'être encore nommé MVP du match. Ça devient une habitude. Pour une perf, avouons-le, c'en est une. Sauf que maintenant, le plus dur reste à faire. Il doit confirmer et montrer qu'il peut aussi avoir de la valeur au niveau pro à Boulogne-le-Valois. Et déjà, premier point noir, en octobre dernier, alors que c'était une belle scène, pour se montrer, il ne participe quasiment pas aux 2 matchs exhibition de Las Vegas contre la In-Night Team. C'est dommage, c'est clair, mais ce n'est pas non plus dramatique, car, alerte spoiler, il en trouvera bien d'autres des occasions de se montrer cette saison. Sinon, on ne parlerait pas de lui de toute façon. Ouais, parce que vous l'aurez compris, Bilal n'a pas tremblé lors de cet exercice 2022-2023, en alternant entre l'équipe espoir et l'équipe senior des Metropolitans, toute l'année, il est monté en puissance. Il termine même sa campagne en étant récompensé du prix de la plus grande révélation de la saison de Betclic Elite. Un trophée de plus, ça commence à faire. Dans les deux catégories, il performe, et en espoir pour commencer, il s'impose en vrai patron. Oui, en 32 minutes de temps de jeu moyen, il tourne à presque 22 points à 53% au global, 32% à 3 points et un encourageant 77% au lancer, accompagné de plus de 6 rebonds, près de 3 interceptions et plus d'un contre. Ça commence à être vraiment lourd comme stat. Mais en senior, en pro, il montre aussi de belles choses, avec les quasi 20 minutes de moyenne par match qu'il passe sur le parquet, en tournant à quasi 6 points par match avec des pourcentages impressionnants de propreté. C'est cool. Bien qu'il pêche au lancer franc avec une adresse de 61%, il prend tout de même 3 rebonds et délivre un peu moins d'une passe décisive par match, le tout en dépassant largement les attentes en défense, volant un ballon par rencontre et bloquant quelques tirs. C'est donc le 22 avril dernier que sur cette lancée, on l'apprend, Bilal Coulibaly va s'inscrire à la draft 2023. Prévu plutôt comme un top pick pour celle de l'année suivante, c'est malgré tout cette édition qu'il choisit. En effet, c'est un geste réfléchi, car sa cote auprès des scouts fut largement boostée par la médiatisation de son coéquipier Victor Wembanyama aux Metropolitans,
profitant de cette Wembanyama pour dévoiler son potentiel au grand jour. Le jeune homme a probablement raison de profiter de cette hype, d'autant plus quand on sait qu'il y a à peine un an, peu de scouts imaginaient que Bilal aurait un jour un avenir en NBA. Cette ascension, rendez-vous compte, elle est incroyable, et il la doit à son travail et son éthique, qui a largement marqué ses coachs au fur et à mesure de son développement dans les équipes jeunes. Toute la saison, Bilal a énormément progressé, comprenant qu'il n'était pas qu'un espoir parmi les seniors, mais bien un joueur de l'équipe pro à part entière. Réservé mais très apprécié de toute la team, selon Steve Oyufat, le petit frère de la bande va au fil du temps gagner la confiance de Vincent Collet, qui lui confie un rôle de plus en plus important au fur et à mesure au sein de l'effectif. Tout ça nous a mené jusqu'au 30 mai dernier, où en demi-finale, le francilien nous a livré des perfs de mammouth face à l'Asvel. Ouais, lors des matchs 2 et 4, il impressionne, en battant successivement son record de points en pro avec 15, puis avec 16 unités. Dans son attitude, il évolue comme un joueur expérimenté, en jouant propre, en pesant dans tous les secteurs et en inscrivant de gros tirs dans les moments chauds. À quelques semaines de la draft, c'est parfait. Puis le truc, c'est que oui, il est présent en attaque, mais défensivement, c'est peut-être encore mieux ce qu'il arrive à faire. Durant toute la série, il a été envoyé en mission, en scoltinant des David Lighty, des Retino Bassoan, ou encore et surtout des D-Bust ou des Antoine Dio. Face à eux, Bilal n'a pas peur et remplit son rôle à merveille. Quel que soit le joueur qu'il est en face, pas de soucis, référencé ou non, il saura sortir les barbelés. On le rappelle, le gamin n'a que 18 ans, et le voir jouer comme ça, sans crainte, sans peur, des deux côtés du terrain, c'est impressionnant, que demander de plus? En fait, vous l'avez capté, Coulibaly a connu une ascension fulgurante qui s'est surtout matérialisée ces derniers mois. De ce fait, il laisse aux scouts un faible échantillon pour se baser, dans la mesure où il n'a pas encore réellement joué une saison intégrale chez les pros. Certes, il a tout pété chez les espoirs, mais dans l'équipe de Betclic Elite, ce qu'il peut montrer est encore irrégulier, c'est normal avec si peu d'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que pour avoir un avis sûr, les scouts ont assurément besoin de plus de matière au niveau professionnel, pour analyser au mieux ce qu'il est capable de faire, mais aussi son potentiel. Il y a donc outre-Atlantique, et c'est normal pour un prospect international de cet âge-là, pas mal d'incertitudes autour du nom de Bilal Coulibaly. De plus, selon ESPN, il était vu, avec son compatriote Zachary Rizaché, comme un potentiel top 10 de la draft 2024. Bien qu'il ne faille pas prendre cela comme une chose certaine au vu de l'imprévisibilité des mock drafts futurs, les médias voyaient tout de même en lui un grand de la prochaine QV, et c'est important à noter. Ainsi, il existait un monde où il restait un an de plus chez les Mets, avec plus de responsabilités, et où il préparait potentiellement sa draft en 2024. Why not? Le but aurait été d'accroître son expérience et de gonfler ses stats pour essayer d'envisager une place plus haute lors de la prochaine édition, et ainsi un plus gros salaire. Là maintenant c'est trop tard, il ne peut plus retirer son nom de la draft, alors en fonction de l'équipe qu'il choisira, ça se peut qu'il soit stage pendant un an en Europe encore une fois, histoire qu'il continue à se former, mais personnellement je n'y crois pas vraiment. Car oui, la saison prochaine sans Wemby, les matchs des Mets seront-ils suivis avec autant d'engouement aux States? Ce serait étonnant, et Coulibaly pourrait être bien moins exposé. Aujourd'hui, il a réussi à faire en sorte que les équipes NBA comptent sur lui, sur le moment présent, et saisir l'opportunité de cette année pour lui semblait être un choix bien réfléchi, qu'il n'a pas du tout privilégié par hasard. Parce que oui, en fait, si on fait le bilan, on s'en rend compte, sa cote ne fait que grimper depuis un an, lui qui à l'époque n'était même pas évoqué dans les mock drafts. En février, pour la première fois, il était annoncé à la 40e place, mais en cette fin de mois de mai, sa cote a grimpé jusqu'à la 22e place dans le big board ESPN. C'est ouf non, surtout qu'avec ses perfs en demi, il continue à grimper, et regardez à quelle hauteur le classent des médias comme NBA Draft Room ou NBA Draft.net qui ont actualisé leur mock récemment. Ainsi, il est désormais considéré comme un premier tour de draft presque assuré, car seul The Athletic imagine qu'il pourrait encore en sortir. Comme vous le voyez, souvent sa cote tourne autour de la seconde moitié du premier tour, mais ce qui est sûr, c'est que les médias qui l'imaginent choisi plus tard sont aussi ceux qui n'ont pas mis à jour leur mock depuis quelque temps, c'est significatif. Ainsi, dans le pire des cas, on se dit qu'il pourrait partir aux alentours de la 25e place, mais pour les plus optimistes, il pourrait être aussi un lottery pick, invité dans la green room, et ça ce serait lourd. Bon après, n'allons pas trop vite en besogne, car beaucoup de choses encore peuvent se passer d'ici la draft, surtout que actuellement, Bilal joue les finales de Betclic Elite face à Monaco. Quoi qu'il en soit, s'il continue sur sa bonne dynamique des demi, un top 20 semble tout à fait envisageable. Le mec, on a l'impression qu'il gagne 10 places par semaine en ce moment, c'est insane. Alors pour comprendre pourquoi sa cote ne cesse de monter en flèche cette saison, le mieux c'est probablement d'analyser son jeu. Déjà, ce qui saute aux yeux dans sa panoplie offensive, c'est sa capacité à finir au cercle de toutes les façons possibles. Ses pourcentages sont très propres et semblent être un bon indicateur de sa réussite près du panier. Il possède un bon toucher, main droite ou main gauche, et sait très bien finir au cercle, peu importe la contestation proposée par l'adversaire. Surtout que là, c'était notable sur cet extrait, Bilal a la capacité d'aller très vite avec le ballon en main. Avec son footwork, il s'approche du panier sans problème, et même s'il est déséquilibré ou qu'il y a faute, le tarif sera le même, 2 points ou end one. C'est sûr qu'avec sa taille de 2 mètres, son explosivité et ses qualités athlétiques impressionnantes, Bilal semble posséder tous les outils nécessaires dans le petit manuel du slasher parfait en NBA. Ajoutons à ça qu'en plus avec lui, nous avons un dunker sérieux qui peut exploser le cercle dans plein de situations
situations différentes et ça devient très lourd. Lors de séquences sur jeu placé, pas de soucis, quand on l'oublie, il s'est coupé intelligemment dans le bon tempo pour recevoir une passe en alley-oop et surprendre les défenses dans les airs. Rien qu'avec ce genre d'action, croyez-moi, on pourrait déjà le voir dans quelques highlights l'année prochaine en NBA. De plus, en profitant de sa lecture de jeu, il se montre également très dangereux sur les rebonds offensifs, lui qui est capable de poser des putbacks dévastateurs. Bref, vous commencez à capter, Coulibaly trouvera toujours un moyen d'accéder au cercle, souvent grâce à sa détente. Ce gars, c'est un vrai marsupilami. Toutes ces qualités de slasher, elles vont lui servir par la suite, c'est sûr et certain, mais est-ce que ça suffit pour déjà dire qu'il est prêt à arriver en NBA et qu'il peut déjà s'affirmer en joueur de la grande ligue référencée? Pas du tout. Là-bas, il va être attendu dans la peinture, et des experts de la protection de cercle, il va en rencontrer un paquet. À mes yeux, Bilal devrait peut-être un petit peu plus varier son arsenal offensif, et davantage s'écarter pour sanctionner différemment. En est-il capable? Oui, mais pour ce qui est de scorer du parking, son efficacité reste pour le moment assez limitée, disons-le. Sa mécanique est assez lente, et il ne pousse des fois pas assez sur ses jambes pour devenir un tireur d'élite. Le tout donne l'impression qu'il n'est pas toujours 100% fluide dans sa gestuelle. Maintenant, ok, ses pourcentages en pro sont flatteurs, et c'est positif à première vue, mais là aussi il faut nuancer un petit peu. Beaucoup de ses tentatives en Betclic Elite sont des tirs très ouverts, parce que ses adversaires ne respectent pas toujours son jeu à longue distance. Il peut alors prendre tout le temps qu'il lui faut pour ajuster sa gestuelle et régler la mire. Franchement, c'est déjà pas mal de réussir dans ces situations-là. Cependant, en espoir, là où il est la principale menace offensive de son équipe, les défenses le serrent plus, et son adresse diminue. 32%, c'est pas catastrophique, mais c'est moins bien, il faut l'avouer. Il faut également noter qu'il n'est pas non plus un joueur qui exploite très bien le mid-range. Soit il drive, soit il tire à 3 points. C'est dommage, on pourrait se dire que lorsqu'il n'arrive pas à performer de loin, il ne pense pas à s'approcher un petit peu plus, au moins en début de match pour prendre confiance, comme certains le font. Après, je dis pas non plus qu'il doit constamment aller juste à côté du cercle comme il sait le faire, parce qu'au fur et à mesure, les défenses vont l'attendre de pied ferme. Ceci dit, à mon sens, l'inviter à se rapprocher un tout petit peu, à mi-distance, pourrait lui permettre de mieux trouver son rythme quand il rentre sur le parquet, et justement, d'engendrer cette confiance au fur et à mesure qui sera nécessaire pour la suite. De plus, on l'a dit, il aime bien finir près du cercle, ce qui l'amène à provoquer pas mal de lancers francs. C'est plutôt fort, ça. Oui, sauf que malheureusement, c'est un domaine où il est plutôt maladroit, avec seulement 59% de réussite sur la ligne en tant que professionnel. Ça pique, c'est pas ouf. Donc ouais, espérons qu'il les taffe ses lancers, parce que ça lui permettrait d'ajouter tout un point de facile par rencontre à son compteur. Après, je n'ai pas non plus trop d'inquiétude, parce que cette irrégularité sur la ligne, elle peut amplement être expliquée par son très jeune âge. Surtout qu'à côté de ça, en espoir, ça passe. 76% de réussite au lancer, c'est très correct, et c'est la preuve qu'il peut continuer à s'améliorer, même au niveau supérieur. Pour faire le bilan vite fait sur le shoot, Bilal doit donc continuer à prendre ses tirs ouverts, sans se poser de questions, et ne pas hésiter à se rapprocher un petit peu s'il en a l'occasion. Il pourrait ainsi obtenir une pleine confiance en son tir qui à coup sûr lui permettra de gagner en constance. Cependant, moi ce que je retiens, c'est que malgré ça, Bilal peut briller offensivement, et dans le domaine, il laisse présager un très bon potentiel. Ça, je l'expliquerai principalement par la gestion des fondamentaux, et notamment l'utilisation de son footwork, qui me fait vraiment kiffer. Perso, j'adore son Eurostep qu'il affectionne particulièrement. Il en a carrément fait l'un de ses go-to-moves, devenant très à l'aise pour l'utiliser en transition et contourner les défenses. C'est dingue, constamment, le gars arrive à trouver un moyen de passer l'épaule devant son vis-à-vis. Il est trop fort pour ça. Ok, Bilal est vif, mais s'il fait aussi facilement la différence souvent, c'est aussi grâce à la maîtrise de son jeu de jambes. Au final, peu importe l'adversaire, il donnera l'impression de toujours pouvoir trouver une solution pour accéder au cercle. Et le petit truc en plus, c'est qu'en défense, c'est pareil. Coulibaly saura très bien utiliser ses pieds pour suivre son adversaire jusqu'au bout du monde. Sur le terrain, ça se voit, son placement de jambes est bon, il tourne bien ses hanches et oriente parfaitement l'adversaire avec son bassin. De plus, il reste toujours fléchi, ce qui lui permet d'être vraiment rapide latéralement. Ainsi, défendre sur des meneurs athlétiques, qui vont vite, qui soient meneurs, arrière, voire même ailiers, ce n'est définitivement pas un problème pour lui. Cette capacité est vraiment très intéressante, et son footwork, disons-le, est réellement à montrer déjà à 18 ans dans toutes les écoles de basket. Ce genre de qualité, des deux côtés du terrain en plus, c'est vraiment super utile quand c'est bien géré, et son footwork est vraiment très intéressant pour la suite. Surtout qu'on l'a vu, ça lui permet d'accéder plus facilement au panier, mais il faut l'associer, en plus de ça, avec une très bonne maîtrise du ballon. Après un départ très rapide, il place souvent son behind the back, qui lui permet de changer brutalement de direction, et créer une différence avec son défenseur. Son premier pas et son handle lui permettent bien souvent de créer la séparation finalement assez facilement. En un contre un, il peut donc se montrer très efficace, premièrement en passant le premier rideau avec ses dribbles, et ensuite en allant dans la raquette pour finir avec son toucher près du cercle. En plus de ça, ses atouts le rendent parfaitement capable de remonter la gonfle sans problème, et de s'imposer comme un second ball handler sérieux plus tard, même à plus haut niveau. Après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est déjà un playmaker élite, mais la qualité de son dribble, tout de même, lui permettra au moins de soulager le meneur sur certaines séquences. Ce genre de qualité, ça lui donne un profil qui lui permettra peut-être à terme de remplir un rôle bien plus important que celui de simple 3&D, et ça c'est vraiment cool. Cependant, malgré sa bonne conduite de balle, on remarque que Bilal perd quand même quelques ballons, un peu trop pour quelqu'un qui, chez les Mets, n'est pas celui qui tient le plus la gonfle. Ouais, si on met en rapport son
son nombre de passes décisives et son nombre de pertes de balles, regardez, le ratio est médiocre. Comme on l'a vu, ça, à mon avis, c'est pas dû à un manque de skills, mais plutôt à une concentration qui de temps en temps peut être aléatoire. Maintenant, je le pardonne, car personne sur cette planète ne peut tenir 4 cartons à 100% de focus, surtout à 18 ans. Mais le problème, c'est que par période, il manque d'analyse et choisit parfois la mauvaise solution en refusant des tirs pour finalement envoyer une passe hasardeuse ou partir dans un drive forcé. Alors oui, c'est bien, on voit qu'il peut lâcher la gonfle, mais en même temps, dans ces situations-là, on a plus l'impression qu'il cherche surtout à se débarrasser au plus vite du ballon. C'est là où ça pose le plus de soucis. Les défenses en Betclic Elite sont très compactes et attentives, et les passes trop molles ou trop prévisibles seront automatiquement punies par une interception. Koulibaly doit donc faire preuve de davantage de patience, de focus, afin d'observer mieux les défenses, d'analyser ce qui se passe autour de lui et d'éviter les trop nombreuses pertes de balles évitables. Prendre le temps de l'observation plutôt que de jouer tout le temps à l'instinct, ce sera la clé pour lui, à mon sens, s'il veut progresser dans le domaine. Surtout qu'à ça, il faut ajouter que ses passes ne font que peu souvent la différence, et finalement, Bilal ne délivre que peu de caviar pour son poste. Toutefois, ne vous méprenez pas, il reste un joueur collectif pour qui le faible nombre de passes décisives par match n'est pas représentatif. Parce que oui, il faut aussi savoir qu'il peut endosser un rôle de facilitateur et obtenir un impact qui se mesure au-delà des statistiques dans ce secteur de jeu. Le point positif en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure de l'année, il progresse pour ce qui est de l'attention, et plus les playoffs avancent, moins il commet d'erreurs en raison d'un manque de maturité ou un manque de focus. Néanmoins, et c'est appréciable, une situation de jeu dans laquelle il fait souvent les bons choix, c'est les situations de contre-attaque. Le jeu en transition est un domaine dans lequel il est très à l'aise, car ses qualités athlétiques lui permettent de courir vite, très vite. Ça, en NBA, disons-le, ça risque pas mal d'émoustiller le nénuphar de pas mal de GM. Après un rebond ou une interception lancée à pleine vitesse, Bilal monte facilement au cercle pour placer un gros tomard. Mais ce n'est pas non plus pour ça qu'il va toujours gérer ce genre de situation tout seul. Il est également capable de se montrer altruiste dans des phases de surnombre et de libérer la balle à ses coéquipiers mieux placés. Lorsqu'il ne porte pas la gonfle, il se projette également très rapidement vers l'avant, offrant alors des solutions de passe aux meneurs ou aux rebondeurs. Jouer la contre-attaque, c'est son truc, et j'apprécie énormément comment avec ses bons placements, il arrivera toujours à offrir une solution au porteur. Néanmoins, à ça, on peut ajouter un tout petit bémol, mine de rien. Quand tu passes ton match à te projeter vers l'avant, évidemment, tu en deviens moins efficace au rebond offensif, et je pense que Bilal, pourtant, a les qualités pour briller aussi dans ce domaine, en se montrant un poil plus agressif. Le voir utiliser davantage sa détente et ses longs bras pour aller chercher quelques prises supplémentaires serait un plus, et tous les outils sont présents pour qu'il en soit capable. Toutefois, ce n'est pas non plus un point faible dans son jeu, vu qu'il tourne quand même à 2 prises par match, mais à mon avis, ça reste quand même un point à taffer. En mixant ses qualités athlétiques, mais aussi la lecture des trajectoires, la science du placement et l'agressivité qu'il peut avoir sur rebond offensif, il pourrait devenir un danger dans le domaine, également de l'autre côté du terrain. À lui maintenant d'écouter les conseils de ses coéquipiers qui lui suggèrent de s'imposer avec plus de virulence dans ce secteur de jeu. Cependant, même si sur rebond def, il n'est pas ouf, la défense reste clairement un point positif chez lui, plutôt qu'un point à travailler, et il pèse notamment dans le secteur avec ses contres ou ses interceptions. Déjà, il faut le savoir, il est un athlète affûté, rapide latéralement et extrêmement mobile, ça aide déjà de ce côté du terrain. Ses qualités permettent à Collet de bien profiter de sa polyvalence, lui qui l'envoie souvent en mission sur les arrières stars de l'équipe adverse, mais aussi sur des gabarits de meneurs rapides et de petite taille, notamment sur les fins de carton. Ses longs membres de presque 2,20 m d'envergure font que même s'il est dépassé, il arrivera toujours à revenir sur le porteur du ballon. De plus, le joueur des Mets a souvent les mains actives, avec sa capacité à mettre la pression sur le ball handler, en coupant les lignes de passe ou en allant chercher le ballon directement dans les mains. Sa lecture de jeu et ses placements défensifs le rendent redoutable pour ce qui est des interceptions, avec des moyennes d'1 vol par match chez les pros et 2,6 chez les espoirs. Ajoutons qu'il sait aussi mettre ses qualités athlétiques au service de la protection de cercle, avec une explosivité et un timing de saut qui lui permettent d'aller chercher des ballons très hauts, et ça en fait des skills. Par ailleurs, même s'il ne tourne qu'à 0,2 blocs par match, la stat n'est pas non plus réellement représentative de son impact dans le secteur. Avec ses longs bras et sa mobilité, il faut s'en rendre compte, il dissuade bien souvent les adversaires de prendre un tir sur sa tronche. Bilal, avec son jeu de jambes, son jump, mais aussi son intensité, est déjà très complet en défense, et cette polyvalence va à coup sûr vraiment plaire aux scouts et aux GM outre-Atlantique en NBA. Maintenant, on vient de le dire, il est un bel athlète, et ses qualités physiques lui rendent de gros services, des deux côtés du terrain. Ouais, notre prospect visuellement est assez fin, mais sa musculature semble compacte, vu qu'il pèse quand même 100 kg. Pour son gabarit, et encore plus à son âge, ces chiffres pourraient donner l'impression qu'il est déjà sacrément tanké. Ceci dit, il faut le remarquer, le truc c'est qu'à première vue, il ne semble pas réellement faire son poids. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas. Maintenant, j'en doute pas, hein, si la balance affiche 100 kg, on va dire 100 kg, mais son apparence est fine. Est-ce que ça veut dire qu'il va la garder toute sa vie? Pour moi, il n'y a aucune chance tant Bilal est un bosseur de ce que j'ai lu. Il passe beaucoup de temps à la salle, de manière régulière, et ça lui permet de développer son corps de façon constante, ce qui est positif. Les évolutions par rapport à l'an dernier sont déjà flagrantes, et même s'il faudra encore taffer dans ce sens-là, sa musculature est tout sauf un point faible. Cependant, si je suis un petit peu tatillon, je me dis que gagner en épaules, ce serait peut-être pas du luxe s'il voulait aussi évoluer au poste 3 en NBA. Ainsi, je pense qu'il pourrait encore accroître sa polyvalence défensive pour lutter
sécurité contre des 3 plus costauds, et pourquoi pas résister contre certains postes 4. Avec 3 ou 4 kilos de plus, croyez-moi, la multiplicité de ses atouts défensifs pourrait faire baver tout un paquet de GM en NBA. Attention néanmoins, parce qu'il ne faudra pas non plus sacrifier sa précieuse mobilité dans le but de s'épaissir le plus rapidement possible, ce serait une erreur. À lui maintenant et ses préparateurs de trouver le bon combo entre la taille, la puissance et la mobilité. Ce sera essentiel pour la suite, pour devenir élite dans le secteur défensif. Ceci dit, la réelle raison pour laquelle sa défense n'est pas parfaite, c'est que dans ce secteur de jeu aussi, il devra gagner en discipline. Son impatience lui porte préjudice lors de ses interventions et le pousse souvent à trop s'engager sur les contres ou les interceptions, et forcément il se fait siffler des fautes. Si à côté de ça, et c'est positif, son énergie est contagieuse dans l'équipe, c'est aussi à double tranchant. Et oui, à force de trop vouloir se jeter sur les ballons, Bilal peut parfois mettre ses potes en difficulté. Contre des vétérans aguerris qui s'en font un malin plaisir, il se fait beaucoup trop souvent avoir de la sorte, en commettant des fautes bêtes, parfois plus qu'évitables. Ce manque de discipline dans le jeu se fait aussi ressentir de l'autre côté du parquet, lorsqu'il affronte des joueurs intelligents, qui vont provoquer le passage en force par exemple. Et puis on l'abordait plus tôt, il n'y a qu'à regarder son nombre de balles perdues en rapport avec son temps de jeu pour se rendre compte que oui, parfois, Bilal précipite un peu trop ses décisions. Après, pas de panique, là nous sommes pointilleux, le gamin n'aura même pas 19 ans le jour de la draft, puis il a joué si peu de matchs pro au final. Il est donc sévère d'attendre de lui qu'il ait le QI basket d'un vétéran, surtout qu'il l'a montré toute la saison, il est capable de s'adapter et de relever des challenges en termes de progression, soyons juste patients. Certes, c'est un point à bosser s'il veut progresser, mais il n'y a rien d'alarmant, sachant que chez l'intégralité des joueurs, ou presque, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Puis pour aller plus loin, ce qui est appréciable, c'est que malgré les erreurs qu'il peut commettre, le jeune ailier a toujours une attitude positive et encourageante sur le terrain. Il arrive par exemple très souvent à se montrer dangereux offensivement, en attaquant le cercle régulièrement et en s'affichant constamment comme une menace balle en main. En défense, c'est la même, il fait preuve d'une grande intensité, en courant partout sur les switches et les close-out, sans souci, et en allant se battre au contre, même s'il faut le dire, il saute encore un petit peu trop sur les feintes. Mais peu importe, sa réputation c'est celle d'un joueur humble et respectueux, qui écoute les conseils de ses coachs et de ses coéquipiers, dont il est très apprécié. Une très bonne mentalité donc. Par ailleurs, on l'avait abordé plus tôt, ces derniers le décrivent unanimement comme un garçon bosseur, qui jamais n'est avare en effort. Si tel est le cas, son attitude et sa mentalité laissent présager qu'il a le meilleur état d'esprit possible pour réussir brillamment au plus haut niveau. À lui maintenant de développer sa maturité et sa confiance en son jeu, histoire de s'aguerrir en tant que professionnel. Mais ça viendra, je n'en doute pas. Bilal Coulibaly est un acharné de travail, un mordu de basket, ça se voit, qui a de grosses ambitions pour lui-même. Tous les ingrédients mentaux pour un bon cocktail pour la suite semblent réunis. Mais bref, maintenant que son jeu, vous en avez une idée un petit peu plus précise, essayons de voir pour essayer d'illustrer tout ça à quel joueur du présent ou du passé on pourrait le comparer. Le premier qui me vient à l'esprit, peut-être de par sa nationalité, c'est le Nicolas Batum de début de carrière. Lui aussi est arrivé en NBA un peu frêle, mais avec un bon mental, ainsi qu'avec de grosses qualités athlétiques et une jolie envergure qui lui permettait de défendre et de driver. Avec le temps, il s'est développé physiquement et a aiguisé son sens du jeu pour peu à peu devenir un role-player essentiel dans une équipe contender. Néanmoins, la différence notable entre les deux joueurs se voit au niveau de l'expérience. Quand il est arrivé en NBA, Nico était déjà un joueur référencé, avec dans son bag 3 saisons en JP Elite et 2 participations à l'Euroleague. Bilal, au vu de son explosion fulgurante, n'en est pas là, mais ça pourrait aussi être un point positif, parce que ça pourrait vouloir dire oui qu'il a encore plus de potentiel sous la semelle, et qu'il pourrait développer avec son expérience par la suite. Après, je sais, ça fait plusieurs fois que je compare des joueurs avec Nicolas Batum dans ces Airball Project, mais c'est souvent le Nicolas Batum de fin de carrière. Là, pour moi, Bilal, c'est plutôt le Nico Batum de début de carrière, j'insiste. Mais bref, si on revient à son potentiel, et aller plus loin en imaginant que pour lui, toutes les planètes s'alignent de la bonne façon, pourquoi ne pas imaginer en Bilal Coulibaly un futur Andrew Wiggins? Lui aussi est un ailier athlétique, polyvalent en défense, qui adore attaquer le cercle. Il est arrivé en NBA très jeune, sûrement pas assez mature, ce qui, comme Bilal, l'emmenait à faire des erreurs des deux côtés du terrain lors de ses 2-3 premières saisons dans la Grande Ligue avec les Wolves. Par contre, il faut s'en rendre compte, malgré tout le potentiel du Français, le Canadien, drafté avec le premier choix en 2014, on s'en rappelle, disposait probablement de bien plus de talent à la base. Puis là où Wiggins se distingue bien du Français pour le moment, c'est sur son shoot en mid-range, qu'il a su bien développer en plus à travers les années. Aujourd'hui, c'est même devenu l'une de ses armes principales, alors voyons maintenant si Bilal arrive à suivre la même trajectoire, ce qui n'est pas gagné, on peut pas assurer ça. Alors j'y ai pensé, même si ça fait un peu mal, mais dans pas mal de ses qualités, je trouve aussi que l'on peut retrouver celle que Sekou Doumbouya promettait d'offrir en NBA après sa draft. Et ça, on l'a observé, malgré un potentiel de dingo, Sekou dans la Grande Ligue, alors que pourtant, il avait de l'expérience en pro, a jusque-là réalisé une carrière qui s'apparente à un échec cuisant, rien d'autre. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des chances que Bilal suive le même chemin que son aîné? Oui, mais je n'y crois pas trop. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en termes de mental et d'attitude, j'ai l'impression que Coulibaly présente bien plus de certitude que Doumbouya au même âge. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que pour maximiser le développement de son potentiel, il sera essentiel qu'il atterrisse dans la bonne équipe pour lui. Et là, ça va pas être facile à prévoir parce que son rang, il évolue tellement à travers la semaine que c'est dur de trouver un vrai range dans lequel il sera pris dans la draft. Alors pour moi, ce que je retiens, c'est que le facteur qui serait le plus facilitant possible serait qu'il soit drafté par une équipe qui a déjà fait ses preuves dans le développement des jeunes. À seulement 18 ans, il fait assurément partie de la famille des grands potentiels,
potentiel, mais il faut en être conscient. Patience sera le maître mot avec lui. Ne venez pas me dire l'an prochain que c'est un bust parce qu'il ne joue pas déjà 15 ou 20 minutes de moyenne par match dans la Grande Ligue, même si ça pourrait arriver. Donc là, en y réfléchissant, en premier lieu, pour l'entourer, j'ai pensé aux Kings, avec leur pick 24, et qui sont auteurs d'une très belle saison régulière. S'ils veulent entourer la paire Sabonis-Fox en pariant sur le long terme, Bilal sur l'aile, avec son profil de gros défenseur, capable de jouer off-ball en attaque, peut s'avérer être une bonne option, et encore plus si Harrison Barnes utilisait son statut d'agent libre pour tester le marché cet été et faire ses valises. Maintenant attention, relativisons, parce que même si Barnes part, rien ne permet d'affirmer que Bilal sera tout de suite titulaire à sa place. Bien sûr, on l'a dit, il faudra du temps. Personnellement, quelle que soit l'équipe dans laquelle il sera drafté, ça m'étonnerait qu'il puisse craquer la rotation dès le début de la saison. De plus, à Sacramento, on développe déjà Keegan Murray, un gros shooter qui évolue au poste 3 et 4, et en qui les Kings ont une grande confiance. Mais bon, les deux joueurs ne possèdent pas les mêmes qualités, elles pourraient même être complémentaires, ça ne fera donc pas doublon dans le roster. À voir si les Californiens voudront continuer à miser sur la jeunesse. Puis ce qu'on sait, c'est que Coulibaly peut aussi tout à fait être décalé au poste 2 au vu de sa polyvalence. Il pourrait ainsi représenter un réel apport en défense, là où Malik Monk et Kevin Huerter sont parfois pas mal en difficulté. En plus d'être un petit marché, synonyme de moins de pression, la franchise des Kings a déjà fait ses preuves en termes de développement des jeunes, et De'Aaron Fox en est le meilleur exemple. Si l'équipe veut rester un minimum compétitif tout en réfléchissant sur les besoins et le long terme, la draft de Bilal pourrait représenter une solution. Ouais, perso, je trouve que ce choix aurait du sens, et pourrait même s'avérer très payant à l'avenir. Sauf qu'ensuite, un petit peu pour les mêmes raisons, j'ai aussi pensé aux Grizzlies, avec leur pick 25. Si Dillon Brooks part, comme les rumeurs semblent l'indiquer, il n'y aura que très peu de concurrence au poste d'ailier. L'équipe dont le futur est flou, avec Ja Morant, pourrait donner plus de responsabilités aux jeunes, et réaliser une saison de transition, afin de mieux préparer l'avenir. À Memphis, Bilal pourrait aussi profiter des bienfaits des petits marchés, avec moins d'attentes autour de lui, et peut-être moins d'exposition pour se développer tranquillement. Et puis pareil, Taylor Jenkins a déjà montré avec Desmond Bane notamment que faire confiance à des rookies ou à des joueurs draftés tardivement, c'était un petit peu la spécialité de la maison. Dans le Tennessee, Bilal pourrait donc s'épanouir pleinement, en obtenant au fur et à mesure un rôle de plus en plus important. Le truc c'est qu'à moins d'un trade, ces deux équipes vont choisir tard, et si les tendances se confirment, au 24e pick, ça fera déjà bien longtemps que le nom de notre français aura été appelé. Alors si on regarde plus haut dans le tableau de draft, pourquoi ne pas penser à Miami, avec son choix 18 ? Bilal semble posséder une agressivité, une éthique de travail, un sens du collectif et une mentalité qui correspondent tout à fait à la fameuse hit culture, et si le courant passe, commencer avec un Jimmy Butler comme mentor, il y a pire quand même. Si la franchise floridienne veut rajeunir son roster, qui vieillit d'année en année, et pourquoi pas renforcer son banc sur les postes 2 et 3, je me dis pourquoi pas. Cela permettrait à Bilal de profiter d'un collectif expérimenté en playoff, et qui compte dans ses rangs de super vétérans. Le but serait qu'il prenne son temps de jeu sans avoir à supporter de trop grandes responsabilités dès son arrivée. Si Spoelstra, comme il est capable de le faire, lui donne un petit rôle dans la rotation, tout laisse à penser que le français pourra se développer. Après, ce sera à lui de répondre aux attentes pour mériter ce statut, comme il le fait actuellement avec les Metropolitans par exemple. Et puis si la défense de Duncan Robinson continue à être problématique, il faut en être conscient, le français pourrait très bien très vite toquer à la porte derrière lui. De toute façon, obtenir un rôle sur le banc d'une équipe finaliste pour la saison prochaine, ce serait déjà une grande réussite. On compte sur Spoelstra ensuite pour lui trouver le costume idéal, dans lequel il dévoilera son plein potentiel, il sait faire. Pour ça, il faudra prendre le temps, mais si ça arrive, Bilal pourrait s'affirmer comme l'une des révélations, et peut-être même une des pièces majeures du futur de la franchise. Maintenant, si de manière plus globale, il devient intéressant de prévoir l'avenir de Coulibaly dans la Grande Ligue, on ne va pas cacher que c'est très compliqué au vu de la variété des scénarios qui existent autour de lui. Le potentiel est là, mais pourra-t-il être développé comme il faut ? Aujourd'hui, Bilal ne peut pas arriver à la draft avec la certitude qu'il est déjà complètement NBA ready. Si l'on imagine le pire scénario, il est drafté tard, dans un gros marché qui a des ambitions, où il y a de la concurrence, et où les rookies ont la pression et sont peu ou pas utilisés. Le risque dans cette situation-là serait qu'il ait du mal à obtenir la confiance du coach et n'aurait que peu d'occasions de se développer. On pourrait alors l'imaginer faire des allers-retours en G-League pour à terme devenir un remplaçant de bout de banc, bon défenseur qu'on envoie sur certaines phases en mission sur les extérieurs adverses, mais pas grand-chose de plus. Si on est pessimiste, un retour en Europe au bout de 3 ou 4 saisons, si la situation perdure, ne serait alors pas inenvisageable. Néanmoins, dans de meilleures conditions, dans une team qui correspondrait bien mieux à ses objectifs de développement, je serais bien plus optimiste que ça. Il faut s'en rendre compte, mais sa marge de progression est immense. Pour ça, il a juste besoin de temps et d'occasion. Ensuite, sky is the limit pour lui. En vrai, au vu des qualités indéniables de notre prospect et de son potentiel, pourquoi ne pas imaginer le diamant brut se tailler et se construire par la suite une réelle carrière en NBA ? Et justement, si on se mouille un peu et qu'on essaye d'imaginer les meilleurs scénarios, on peut le penser capable, à terme, de devenir titulaire, voire même titulaire solide s'il discipline son jeu, gagne en maturité, bosse son shoot et est utilisé de la bonne façon. Ça fait beaucoup de si, c'est sûr, mais il faut être conscient qu'il y a un monde où tout ça arrive. On pourrait avoir pour rôle tous les soirs d'aller éteindre la star extérieure adverse, tout en utilisant son côté slasher en attaque que ses qualités athlétiques et son footwork rendent très difficile à défendre déjà. Et ouais, rappelez-vous, même à 18 ans, le mec est déjà bon des deux côtés du terrain, et il pourrait apporter à bien des teams de cette manière.
manière. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les qualités qu'on a développées jusque-là, elles semblent vraiment transversales et adaptables au jeu NBA. Après oui, son tir n'est pas vraiment son point fort, mais en catch and shoot, il pourra toujours faire le taf et sanctionner avec des espaces. La clé ultime sera qu'on lui fasse confiance, mais aussi que lui-même se fasse confiance pour diversifier et approfondir encore et encore cette panoplie qui peut lui permettre de s'imposer dans la grande ligue. Maintenant, on le sait, des joueurs talentueux comme lui, il y en aura des brouettes ce soir du 22 juin à la cérémonie de la draft. Comme le disent beaucoup, le plus facile c'est d'être pick à la draft. Le plus dur c'est de rester en NBA, et c'est bien évidemment tout ce que je souhaite pour la suite à Bilal Coulibaly. À lui donc maintenant de saisir toutes les opportunités qui lui seront données. Et j'en suis sûr, il y en aura. Voilà pour ce qui est de Bilal Coulibaly, voilà pour ce qui est du 5e Airball Project de la saison. Vous en pensez quoi? Allez, mouillez-vous, dites-moi comment vous l'imaginez la future carrière NBA de notre petit Bilal. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de savoir à quel point vous êtes hypé, ou pas. Je tiens également à remercier fort Julien, qui est actuellement dans la dernière semaine de son stage avec moi, et qui a amplement participé à l'élaboration de cette vidéo. Et puis pour finir, vous connaissez, si vous avez kiffé mon contenu, un petit pouce vers le haut, et un petit clic sur le bouton rouge pour s'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne fera de mal à personne. Ça apporte énormément de force, alors pour ça, je vous remercie d'avance, et je vous dis à très vite.